Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Il y a de cela à peu près 2 ans, je vous proposais un épisode, un guide complet, quelle caméra planétaire choisir. Et je vous avais promis un épisode similaire pour les caméras pour le ciel profond. Bonne nouvelle, aujourd'hui je vous propose la première partie, à savoir la partie permanente. Quelles sont les différentes caractéristiques de ces caméras pour le ciel profond et comprendre donc la fiche technique qui est toujours un petit peu compliquée avec des graphes dans tous les sens et avec des petits pictogrammes, etc. Et ensuite, je vous proposerai un épisode pour les caméras, mais en 2023. Et puis ensuite, je renouvellerai cet épisode-là régulièrement au fur et à mesure de la sortie de nouvelles caméras. Il y a beaucoup de caractéristiques différentes sur ces caméras. Chacune a finalement son véritable domaine d'usage en fonction de votre instrument, notamment de son rapport focal sur diamètre, mais également de votre monture et du signe de votre site. Également en fonction du domaine d'exploitation que vous voulez, si vous voulez faire plutôt de la bande étroite en monochrome par exemple, ou si vous voulez faire du travail carrément dans l'infrarouge ou du travail en couleur. Bref, pas mal de choses à comprendre finalement sur ces petites fiches techniques. Vous allez voir, c'est quand même assez passionnant, c'est un petit peu technique. On va s'appuyer sur des épisodes déjà sortis, à savoir le secret des capteurs CMOS et CCD, où je vous explique un peu le principe vulgarisé de lecture de ces capteurs et du fonctionnement des capteurs CMOS, mais également un deuxième épisode qui est sur la question de savoir quel est l'intérêt d'utiliser aussi des caméras monochromes. Donc en s'appuyant sur ces épisodes, vous allez pouvoir bien comprendre les fiches techniques de ces caméras pour le ciel profond. Et après ça, vous allez pouvoir choisir en connaissance de cause la caméra qui vous convient. Allez, les caractéristiques des caméras pour le ciel profond, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Eh bien, nous allons commencer effectivement par le vif du sujet, les principes généraux. On a pas mal de choses à photographier. Et on va parler déjà des 3 marques de référence, QHYCCD, ZWO et Altair. Alors ZWO est clairement le leader sur le marché, c'est le plus gros aujourd'hui, mais vous me connaissez suffisamment pour savoir que je me méfie des positions dominantes, parce que quelqu'un qui est en position dominante sur le marché est capable aussi de faire exploser les prix, pourquoi pas, parce que s'il est seul sur tel ou tel modèle de caméra, il peut faire le prix qu'il veut. Et puis si jamais un jour il se plante sur l'intégration d'une caméra, eh bien ça peut être assez intéressant d'avoir des concurrents chez lesquels vous allez pouvoir trouver cette caméra par contre qui fonctionne bien. Donc il faut faire vivre ces différentes marques et donc on essayera d'être un petit peu équitable avec les différentes marques, mais on va quand même se référencer plus avec ZWO puisque c'est la marque que vous connaissez le plus et donc les appellations que vous connaissez. Mais je vous donnerai à la fin surtout sur l'épisode des références de caméras du moment, les références des caméras aussi sous les autres marques. Alors je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. En fait, il existe des tonnes et des tonnes de caméras disponibles sur le marché avec 3 marques principales, QHY, ZWO et Altair. Et puis des outsiders, à savoir Moravian, Attic, SVBony, Explore Scientific, Orion, Player One et Rising Cam. Et au final, des effets de gamme également, des caméras qui ne sont pas refroidies, des caméras qui sont juste ventilées et des caméras qui sont cette fois véritablement refroidies. Et le problème de ça, c'est que bien évidemment, toutes les caméras ne sont pas forcément complètement adaptées à la photo du ciel profond. Alors bien évidemment, une caméra refroidie sera un peu plus chère, mais surtout, vous avez des caméras qui sont plus adaptées en fait au guidage, à la photo planétaire et ce qu'on appelle au lucky imaging, c'est-à-dire des poses très courtes. Et des caméras qui seront plus adaptées à des poses longues, ce seront ces fameuses caméras refroidies. Et il en existe des centaines et des centaines sur le marché. Donc il va falloir essayer d'y se retrouver parmi les fiches techniques. Et la fiche technique, vous allez trouver un petit peu tout ça. Vous allez trouver 4 graphes que l'on va expliquer, rassurez-vous, qui vont correspondre un petit peu finalement à la dynamique et au meilleur gain pour utiliser votre caméra. Vous allez retrouver aussi un graphe qui va nous donner
la sensibilité de votre capteur en fonction de la longueur d'onde. C'est assez intéressant, il y a des caméras qui sont plus ou moins sensibles dans certaines plages d'exploitation. Vous allez retrouver aussi une indication aussi de ce qu'on appelle le signal thermique en fonction de la température. Et en fait, plus une caméra sera chaude, et on le voit bien en été, plus on aura des pixels chauds et finalement la caméra se voile un petit peu par génération d'électrons sur la base de la température. Donc on va chercher justement à refroidir notre caméra. Et puis vous allez avoir des icônes, généralement 12 icônes, qui vont nous donner un certain nombre d'indications du premier coup d'œil. Donc là-dessus, par exemple, ces icônes, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Le modèle du capteur, vous allez avoir sa dimension, vous allez avoir son nombre de pixels, vous allez avoir la profondeur de son convertisseur, puisqu'on va convertir les électrons après, derrière, en une valeur numérique. Vous allez avoir son bruit de lecture, et ça c'est une chose quand même assez importante, c'est-à-dire c'est une addition d'électrons donc à ceux dont on a réellement fait l'acquisition, et ça va abîmer un petit peu l'image. Vous allez avoir la température de refroidissement par rapport à la température ambiante. Vous allez avoir sa mémoire tampon, sa connexion USB. Vous allez avoir la fréquence de vitesse si jamais vous voulez faire par exemple de la photo lunaire. Il y a des caméras plus ou moins rapides que d'autres, mais en fait c'est directement lié en fait au nombre de pixels et à la connexion USB et un petit peu à la mémoire tampon. Vous allez avoir, et ça c'est une information très importante, son full well, c'est le puits, la capacité en électrons, pour chacun des photosites du capteur à collecter les électrons avant qu'on les lise. Vous allez avoir son rendement quantique, c'est-à-dire sa capacité à convertir les photons en électrons. Et vous allez avoir la taille d'un photosite, ça va déterminer justement la finesse de l'image, à télescope égal bien évidemment. On a aussi d'autres fonctions, d'autres paramètres importants à considérer, savoir si les photosites sont de type back illuminated ou front side illuminated, savoir si le mode de lecture est global shutter ou non. En photo du ciel profond, généralement, on n'est pas obligé d'avoir une photo global shutter, une caméra global shutter, mais c'est important de le savoir quand même. Donc en fait, on va se poser un certain nombre de petites questions. Quelle est la portion du ciel que l'on veut photographier et quel est le budget que j'ai à ma disposition? Tout simplement parce que plus votre capteur sera grand, plus ça va coûter cher. Ça prendra plus de silicium forcément. Et forcément, si vous aimez prendre des grandes portions du ciel, faire des grandes nébuleuses, des grands champs et tout ça, on sera plutôt sur quand même des grands capteurs. Si vous aimez plutôt faire des petites nébuleuses planétaires et tout ça, un petit capteur pourra suffire. Mais clairement, ça va être le prix qui va le déterminer. Vous allez vous poser la question de la résolution de l'image finale, c'est-à-dire le nombre de pixels que vous avez, mais aussi la finesse que vous allez avoir vis-à-vis du ciel. Donc là, on va regarder justement le nombre de pixels de votre capteur, mais également la taille de chacun des photosites. On va se poser la question de savoir si on va vouloir utiliser notre caméra pour faire du ciel profond, du planétaire ou du lucky imaging. Comprenez que si votre caméra est très très lente à la lecture, par exemple 2 fps, et bien pour le lucky imaging, il va falloir prendre qu'une portion de l'image par exemple. On ne pourra pas prendre la totalité de l'image. Et puis généralement, on va avoir des images énormes. Si c'est ça, 2 fps, ça va être le cas par exemple de l'Asie 2600, où là le capteur fait 61 millions de pixels, donc ça peut se comprendre. Et donc le type de connexion USB va être importante, et la mémoire tampon aussi. Et enfin, au fur et à mesure des générations de capteurs, on a des capteurs qui seront beaucoup plus sensibles en termes de quantum efficiency, c'est-à-dire la capacité à convertir les électrons, les photons en électrons, la possibilité de refroidir le capteur, la capacité à accumuler beaucoup d'électrons avant d'en faire la lecture, donc ça va permettre d'allonger la durée des pauses. Le read noise, donc ce bruit de lecture, ça c'est assez important parce que ça va un petit peu abîmer notre image et c'est quand même assez problématique. Et la profondeur en bits, ça va être cette capacité de lire un signal avec beaucoup de dynamique, donc ça c'est aussi très important. Donc voilà, ça va déterminer la portion. Si l'image sera en couleur ou monochrome, on va se poser aussi cette question-là sur le type de capteur et ça va impacter directement le prix.
La taille des photosites et donc leur nombre impactera la résolution. La mémoire tampon, la connectivité USB va impliquer l'utilisation que vous allez pouvoir faire de votre caméra. Et les caractéristiques des photosites va déterminer quand même assez directement la qualité de l'image que vous allez pouvoir avoir. Bien évidemment, la qualité dépendra aussi de la qualité de votre ciel, de la qualité de votre suivi, etc. etc. Si vous avez un mauvais ciel, vous pouvez mettre un télescope exceptionnel comme un Skyvision ici, vous n'aurez jamais des photos aussi bonnes que si vous l'amenez dans un bon ciel, dénué de pollution lumineuse, avec très peu de turbulence. J'ai beaucoup de turbulence en fait sur ce balcon, avec notamment l'échauffement là de ce bardage noir et tout ça. Ça, il faut connaître votre site aussi d'observation. Voilà. Et donc, effectivement, la qualité des photosites va vous permettre de déterminer un petit peu votre capacité à aller faire l'acquisition d'objets faibles. Donc voilà, toutes ces caractéristiques-là, il va falloir les prendre en compte. Alors l'image aérienne, votre télescope va projeter une image aérienne et on va capturer cette image aérienne avec notre caméra. Si votre caméra est trop petite par rapport à la taille de l'image aérienne, ben on va rogner, on va être obligé de faire une mosaïque par exemple. C'est pas toujours très très simple, etc., etc. Donc la taille de l'image aérienne va dépendre, enfin la taille de l'objet dans l'image aérienne va dépendre de la focale de votre instrument et la luminosité va dépendre du diamètre. Donc plus vous avez un diamètre important à focale égale, plus l'image est lumineuse. Plus vous avez à diamètre égal une focale importante, moins l'image sera lumineuse, mais par contre plus elle sera grande. Et le rapport FD, finalement, le rapport focale sur diamètre, va déterminer une luminosité surfacique pour une nébuleuse ou une galaxie, etc., qui sera la même, en fait, avec le même rapport focal sur diamètre, mais avec un zoom différent, suivant que vous avez un instrument, par exemple, ça, c'est une petite lunette, dont le rapport focal sur diamètre est à f 4,5, mais elle fait 274 mm de focale. Si je prends la 94 DPH, qui est sa grande sœur, elle fait 414 mm de diamètre, c'est un peu moins que le double, et par contre, on a le même rapport focal sur diamètre. Donc pour une même nébuleuse, j'aurais besoin à peu près du même temps de pause, mais par contre, j'aurais beaucoup plus de résolution avec la 94 DPH. Donc ça, c'est voilà, la caméra se choisit aussi en fonction de votre instrument. Donc la taille de votre capteur, eh bien, il existe un certain nombre de références, le plein format, le 24-36, le fameux, c'est ce que vous avez par exemple sur le Sony A7S. Vous avez l'APS-C que vous allez retrouver chez la majorité des appareils photo numériques. Vous avez aussi, donc bon, il y a une petite différence entre Nikon et Canon, mais globalement c'est à peu près pareil. Vous avez le 4 tiers. Le 4 tiers, on le retrouve sur des caméras du ciel profond, comme l'Asie 1600, comme l'Asie 294 MC, etc., plus ou moins, voilà. Et certains appareils photo numériques sont aussi en micro 4 tiers. Puis ensuite, vous avez 1 pouce et moins, qui sont des capteurs plus petits aussi. Donc globalement, quand on va faire de la photo du ciel profond, on va être plutôt sur des grands capteurs. Quand on va faire de la photo planétaire, si on veut prendre juste une planète, on va prendre des petits capteurs. Si on veut faire de la Lune, il vaut mieux quand même avoir des capteurs qui commencent à devenir un petit peu grands. Du 4 tiers, c'est très bien. Et donc effectivement, le cadrage ne sera pas le même en fonction de votre capteur. On a par contre, quand on a un grand capteur, la possibilité de faire du ROI, Region of Interest, qui nous permet de cropper, de rogner une partie, de prendre une partie du capteur et non pas la totalité. Certains logiciels le permettent. Et donc par exemple, vous allez pouvoir faire quand même du planétaire avec des caméras pour le ciel profond de grande dimension. La taille du capteur, effectivement, détermine la taille de votre portion aérienne et le prix sera bien évidemment beaucoup plus élevé. Donc là, vous avez une comparaison entre l'IMX 533, l'IMX 294 qui est déjà plus grand, et vous avez là le monstre, alors c'est pas IMX 6200, mais on se comprend, 24-36, vous voyez un petit peu la comparaison, elles sont à peu près à la même échelle. Ça commence à devenir monstrueux. Encore celle-là, elle devrait être un petit peu plus grosse la dernière. Donc voilà, si on va mettre la même portion de ciel, la même galaxie dessus, eh bien il va y avoir un problème. Mais par contre, un capteur plus grand sera plus exigeant au niveau de la correction du champ, le back focus, le vignettage, etc. Il faudra que le correcteur soit bon, que la distance au correcteur sera bonne, parce que sinon vous allez avoir des coins assez dégueulasses. Donc comprenez un petit peu, voilà. Je vous mets une 533, là on n'aura pas la totalité, par contre là on aura la totalité à peu près de notre galaxie sur la 6002. Donc la taille des RAW par contre il faut vraiment la prendre en considération concernant le choix de la dimension de votre capteur, parce que effectivement si vous commencez à avoir jusqu'à 61 millions de pixels, jusqu'à 100 millions de pixels,
bien là, ça va commencer à devenir monstrueux. Dites-vous qu'une 6002, les images font quand même 117 mégaoctets par photo, en RAW, donc en fichier .fit au moment de l'acquisition. Donc là, ça va commencer à devenir un petit peu lourd pour les temps de transfert, pour le stockage et l'archivage de vos photos. Tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Ça va avoir un impact et c'est surtout les temps de calcul qui vont être monstrueux. Alors la connectivité, il sera nécessaire effectivement d'avoir très vite une caméra donc avec un connecteur USB 3, notamment quand vous allez vouloir faire la mise au point ou des choses comme ça, où là il va falloir avoir un peu de cadence. Donc là je vous ai mis à titre d'information les débits des différents types, normes de connexion, USB 1, 2, 3, etc. Et vous voyez que ça c'est quand même assez important. Alors la taille des photosites, effectivement, alors rappelons que votre capteur, alors j'ai fait tout un épisode dédié dessus, mais rappelez que votre capteur, un capteur couleur en réalité, est constitué de photosites, donc de 1,9 à 8,4 micromètres. Et quand on va faire un capteur couleur, on va mettre ce qu'on appelle une matrice de Bayer, c'est-à-dire certains photosites seront rouges, d'autres seront verts, d'autres seront bleus. Et en fait, on va deviner quelle était la chose en rouge, la chose en bleu, la chose en verte sur les autres photosites qui n'avaient pas ce capteur-là. Donc en réalité, la résolution est un petit peu moins bonne sur une image donnée, mais en fait, voilà, en se déplaçant un petit peu et machin, en moyennant, on arrive à quelque chose. Et par contre, les caméras monochromes, effectivement, n'ont pas cette matrice de Bayer. J'ai fait un épisode aussi sur pourquoi choisir aussi une caméra monochrome, et je parle pleinement de ce sujet-là. Mais la taille des photosites, par contre, va avoir vraiment un impact sur le choix de votre caméra. Donc couleur ou monochrome, effectivement, et là vous avez la miniature de l'épisode. Donc ça va déterminer, et voyez que votre caméra monochrome sera quand même plus sensible là, et puis vous aurez aussi l'addition finalement de toutes les longueurs d'onde dessus. Donc sur un temps de pause égal en monochrome sans filtre, ça va aller beaucoup plus vite. Par contre, effectivement, vous allez pouvoir aussi travailler en bande étroite avec donc des filtres LRGB. Ça, ce sera pour faire travailler en rouge, vert, bleu, et puis vous allez faire une couche de luminance qui va aller très très vite. Donc luminance, ce sera l'image en monochrome en gros, mais vous allez pouvoir faire aussi du H-alpha, H-bêta, oxygène 3, sulfure 2. Là, on va pouvoir vraiment sélectionner strictement les longueurs d'onde des nébuleuses. Donc ça dépendra de l'utilisation que vous allez vouloir faire de votre caméra. C'est important aussi d'en parler. Mais comprenez aussi un petit peu une chose. La nécessité de réglage, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez changer de fil, vous allez devoir refaire la mise au point. Vous allez devoir refaire un flat parce que ça ne va pas se comporter forcément de façon strictement égale à chacun des filtres. Le traitement va être plus conséquent parce que vous allez devoir faire 4 couches, puis les recaler et les combiner. La gestion de la météo va être compliquée parce que soit vous changez de filtre à chaque fois, soit vous faites une nuit par filtre. Donc si vous voulez vous mettre à l'imagerie en bande étroite avec une caméra monochrome, tout ça est à prendre en compte aussi, et de bien comprendre que la prise de vue n'est pas du tout aussi instantanée qu'avec une caméra couleur, ou si jamais vous pensez avoir 2 heures de ciel devant vous et qu'au bout d'1 heure et demie vous avez les nuages qui arrivent, vous avez déjà 1 heure et demie de prise de vue que vous allez pouvoir exploiter. Alors qu'en caméra monochrome à bande étroite, là, ça va être plus compliqué. Alors ensuite, on va parler de l'échantillonnage qui va être défini en fonction de la taille d'un photosite de votre caméra. Eh bien, l'échantillonnage, c'est la fameuse formule P égale 206 fois P sur F. Et ça, c'est une formule qu'il faut absolument connaître et qui va déterminer effectivement ce que l'on va pouvoir faire. Donc voilà, en fonction de la taille des photosites courantes sur le marché, donc de 1,67 à 8,4 microns. 8,4, c'est ce que j'ai là. 3,76, c'est ce que j'ai là. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner un ordre d'idée. Et là, vous avez la focale de votre instrument à gauche. Donc si je prends un instrument de 1000 mm de focale avec un capteur de 3,67, je suis à 0,77 secondes d'arc du ciel pour un photosite de mon capteur. Alors que je suis à 1,73 avec celui-là. Et là, c'est hyper important d'avoir cette notion-là, parce que si votre suivi de votre monture n'est pas assez bon, eh ben en fait, vous allez avoir un flou de bouger qui va se faire sur votre image. Donc il faut que la monture soit capable de bien suivre les astres pendant la durée de vos pauses. Et puis vous avez aussi le seeing. Donc le seeing, vous avez tout un épisode sur le sujet aussi sur la chaîne. Et le seeing, ça va
on va parler un peu de l'enfarinement de votre étoile sur une pause de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. Et bien évidemment, si vous avez une image, vous allez avoir une image assez floue en fait, si jamais le seeing n'est pas assez bon par rapport à votre échantillonnage. Ça sert à rien d'être à 0,12 par exemple, seconde d'arc là par pixel, si le seeing n'est pas là. Vous allez avoir une image en fait très très floue. Et là, ça ne sert à rien. Donc en fait, on choisit aussi un capteur en fonction de la focale de votre instrument. Et je parle en particulier à ceux qui ont des télescopes comme des Schmidt-Cassegrain, avec un rapport focal sur diamètre à f10, très vite, on va se retrouver à 2000, 2800 mm de focale. C'est pour ça que j'ai pris ces deux valeurs-là sur ce tableau. Et donc, vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle caméra sur le marché. Sinon, vous faites du binning, c'est-à-dire de combiner les photosites. Donc effectivement, des petits photosites, c'est très bien, vous avez une meilleure définition dans votre image, potentiellement. Par contre, vous aurez une dynamique de capteur qui sera moindre parce que la capacité du puits en électrons sera moindre. On va en parler après. Et vous aurez par contre une bonne sensibilité aux poussières aussi, parce qu'une poussière va très vite masquer complètement un photosite. Avec un suréchantillonnage donc c'est-à-dire des photosites trop petits par rapport à ce que l'on peut se permettre, vous serez beaucoup plus sensible au signe, vous aurez des images floues, vous aurez quelque part une espèce d'acquisition inutile de signal puisque vous aurez une image qui sera globalement floutée. Vous aurez une image inutilement assombrie parce que vous aurez réparti finalement cette lumière sur une surface trop grande vis-à-vis du capteur. Donc après ça, forcément, si vous essayez de monter le signal au moment du traitement, vous allez avoir du bruit. Vous allez être obligé d'augmenter les temps de pause, etc. Donc ça, il faut le prendre en compte. Si vous avez par contre des grands photosites, par exemple si je prends voilà, ce Sony A7S, c'est dans le sens inverse. Bon, alors, forcément, la définition de l'image sera moindre. C'est des capteurs très très coûteux. Par contre, vous avez une super dynamique. Et là, le gros problème, c'est une image nette, mais avec une perte d'informations spatiales. Alors, je prends un exemple. Si je photographie les dentelles du cygne avec un Sony A7S et la 61 EDPH, il y a tellement d'étoiles dans la zone que si je ne mets pas de filtre, en fait, globalement, je vais voir que les étoiles et je vais quasiment pas voir ma nébuleuse. Donc, il faut que je mette au minimum un filtre pour mater les étoiles, voire avoir un capteur qui a plus de résolution, qui a des photosites plus petits. Alors en planétaire, on ne va pas trop rentrer vraiment dans le détail, ce n'est pas l'objet de cet épisode aujourd'hui, mais il y a des formules pour ensuite, effectivement, on va utiliser une Barlow ou un extendeur télécentrique pour zoomer et mettre en correspondance le capteur d'un côté et le pouvoir séparateur de l'instrument. Ce n'est pas tellement l'objet aujourd'hui. L'échantillonnage en ciel profond, par contre, il va falloir se poser la question de la qualité du suivi de votre monture. Avec cette petite AZ-GTI et cette petite lunette, je suis globalement à peu près à 2 secondes d'arc de qualité de suivi. 2 secondes d'arc, dans les pires conditions, 2,5 secondes d'arc. Je peux me permettre donc un échantillonnage qui serait plutôt de l'ordre de 4 à 5 secondes d'arc. Par contre, si je prends par exemple mon EQ8 avec le NC300, là j'ai plutôt un suivi entre 0,20 et 0,40, peut-être 0,50 secondes d'arc. Je peux travailler à 0,80 à 1 seconde d'arc d'échantillonnage. Donc là, ça va être aussi à prendre en considération. Et donc effectivement, on peut retourner le raisonnement dans le sens inverse, c'est-à-dire calculer la taille d'un photosite par rapport à la focale et au signe du site. Parce qu'on peut avoir un très très bon suivi, mais un signe qui n'est pas tout à fait bon. Alors je ne suis pas complètement d'accord avec cette approche-là, mais je vous la présente quand même malgré tout. Pourquoi? Parce que si le suivi est vraiment très bon, on peut quand même faire une déconvolution, c'est-à-dire essayer de retrouver le piqué de l'image malgré le fait qu'on soit un petit peu flou. Donc c'est des algorithmes de déconvolution et voire même un algorithme excellent qui s'appelle Blur Exterminator et qui permet de redonner du piqué aux images. Donc en fait, c'est surtout très important d'avoir un suivi très bon et puis après le signe, même si le signe est à 1 voire 2 secondes d'arc, même si on a un suivi à 0,5 secondes d'arc et un échantillonnage à 1 seconde d'arc, on va pouvoir essayer quand même malgré tout de s'en dépatouiller, d'avoir un signe à 2 secondes d'arc. Donc là, j'ai calculé, en fonction par exemple pour 1000 mm de focale, avec un signe à 1 seconde d'arc, on pourrait se permettre de travailler avec une caméra de 2,43 micromètres par photosite. 1,5 secondes d'arc, vous voyez, 3,64 secondes d'arc par photosite. Tiens, ça me fait penser au NC300 ça.
On en reparlera. Mais voilà un petit peu l'idée, donc raisonner qu'il faut, dans ce cas-là, avec le théorème de Shannon, raisonner à être à 0,5, c'est-à-dire si vous avez un signe à 1 seconde d'arc, il faut échantillonner à 0,5. Il faut que le suivi soit à la moitié de votre échantillonnage, c'est-à-dire à 0,25. Vous voyez un petit peu la cascade, globalement. Voilà, tout le monde n'est pas strictement d'accord avec cette version-là, mais je peux vous dire qu'avec le Newton Cassegrain, ça fonctionne. Mais ça reste une base de travail qui doit être relativisée. Et donc effectivement, par contre, il y a une autre chose à considérer qui est hyper importante, c'est un peu le temps de ciel disponible. Pourquoi est-ce que j'ai fait un 200-800 photostroke, que j'utilisais un A7S avec des très gros photosites? C'est parce qu'en l'espace d'une demi-heure ou d'une heure, on peut déjà acquérir pas mal de lumière. Et quand on est nomade, eh bien, on aimerait bien photographier plus d'une seule cible par nuit. Ou par sortie, parce qu'on ne sort pas forcément pour une nuit blanche entière. Il faut aussi avoir bien choisi son instrument par rapport à sa rapidité. Ça, vous le savez, c'est-à-dire un instrument dont le rapport focal sur diamètre est bas est plus rapide qu'un instrument dont le rapport focal sur diamètre est plus élevé. Par exemple, un instrument à f4, ici, sera, 4 fois plus rapide qu'un instrument à f8. C'est le carré de la différence. Donc effectivement, entre même 4 et 4,5, vous êtes 1,27 fois plus rapide. Et en fait, vous allez avoir le même phénomène au niveau du choix de votre capteur. Je m'explique. Eh bien, en fait, plus un photosite est grand, plus il va rapidement collecter du photon. La surface, en fait, est un petit peu plus grande. Alors, bien sûr, il y a une loi de Poisson avec une répartition aléatoire de la lumière. Mais sur un temps de pause global, sur une acquisition assez longue, on sera quand même un peu plus rapide à monter en signal avec des gros photosites. Donc si vous prenez par exemple un photosite de 1,9 et un photosite de 8,4, et bien là le photosite de 8,4 sera 19 fois plus rapide qu'un photosite de 1,9. Là c'est dans l'autre sens qu'il faut utiliser ce tableau. Et donc là effectivement c'est quand même à prendre en considération dans le choix de votre capteur. Donc effectivement, c'est pas toujours évident. Et dans le sens inverse, quand même, avoir des photosites plus petits, vous allez quand même avoir finalement une lumière qui sera répartie entre les photosites. Et vous allez quand même pouvoir, avec des algorithmes de réduction de bruit, traiter un petit peu le problème. Et donc finalement, globalement, ça va être un peu du pareil au même. C'est ce que disait Thierry Legault. Donc les deux options sont à comprendre. Mais effectivement, plus les photosites seront petits, plus il faudra quand même un petit peu de temps pour monter notamment le fond de ciel par rapport au bruit de lecture de votre capteur et tout ça. Ce sera surtout sur le fond de ciel en fait que ça va poser problème. Donc prenez-le en considération quand même. Voilà, c'est un peu à double tranchant. Alors le rendement quantique, là, ça va être la capacité de votre capteur à transformer vos photons en électrons. Donc 91%, ça veut dire que sur 100 photons, vous en aurez 91 électrons dans le capteur et que vous allez pouvoir lire du coup derrière. Donc ça, c'est quand même important de le savoir et ça dépend de la longueur d'onde. Donc vous voyez qu'on est plus sensible là ici dans le vert avec la 6002 que dans le bleu et quand même aussi que dans le rouge. Donc attention parce que là, 650, 656, voilà, c'est la sensibilité qu'on aura dans l'hydrogène H-alpha. Donc là, c'est à prendre un petit peu en considération. Et attention, les graphes sont souvent indiqués en relatif, c'est-à-dire que là, le 100, c'est pas 100% de rendement quantique, ce sera plutôt 91%. Et puis donc là, là on n'est pas à 90, mais on est 9 fois 9, voilà, on est plutôt à 81% à peu près. Donc attention, méfiez-vous un petit peu à ça, mais par contre, le rendement quantique, c'est hyper important et ça progresse d'année en année avec les nouvelles générations de capteurs. L'autre caractéristique importante, c'est est-ce que votre capteur est backside illuminated ou frontside illuminated. C'est la façon dont le capteur est intégré dans le silicium. Les backside illuminated, toutes les nouvelles générations sont globalement des backside illuminated qui sont plus sensibles et en fait, on le retrouve en fait dans l'indication du rendement quantique du capteur. Vous avez la notion de rolling shutter ou de global shutter. Ça, vous prenez pas la tête avec ça, puisque globalement, on n'a pas besoin d'avoir une caméra rolling shutter en ciel profond. Avant de poursuivre cet épisode, un bref rappel, mais surtout quelques explications qui vont vous éclairer ce qui va suivre. Nous allons parler de photosite CMOS. C'est ce qui va être vraiment l'élément constitutif de notre capteur, transformer les photons
en électrons dans ce que finalement une espèce de petit condensateur, et ensuite on va les lire à travers une électronique de lecture. En fait, sur le capteur CMOS, eh bien, chacun des pixels, on va les lire ligne par ligne via une ligne de colonne, et ensuite un transistor de gain et un convertisseur analogique numérique. Et donc, le bit depth, si vous voulez, c'est la résolution de votre convertisseur analogique numérique, et c'est la capacité, du coup, à compter les électrons. Donc, notre capteur va accumuler des photons dans le puits, et on va parler donc de la capacité qu'il est capable d'accumuler, donc c'est le full well. Et après ça, ça va déterminer directement déjà la dynamique d'acquisition. Et mais après, on va avoir un gain avant la lecture, qui va affecter la dynamique, et parce qu'on a un convertisseur de lecture. Donc si on a un convertisseur 10 bits, on a une profondeur de 1024, on est capable de saisir 1024 nuances. Si on est en 16 bits, on est à 65 000 nuances. Donc on n'aura pas d'effet de crénelage sur l'image, on aura quelque chose de beaucoup plus doux au niveau de la montée en luminosité. Donc bien évidemment, un capteur 16 bits est nettement meilleur. Pour ceux qui ont connu les jeux vidéo sur des consoles 8 bits, souvenez-vous. Quand on est passé en 16 bits, c'était la révolution. Donc là, c'est très très important de le comprendre. Et en fait, on va avoir un gain avant la lecture. Et à partir de ça, on va donc avoir une information numérique qui va constituer notre fichier RAW. Le problème, c'est que toute électronique apportera du bruit. Ces transistors, eux, vont apporter quelques électrons à la quantité d'électrons présente dans notre photosite, et donc qui elle-même est donc représentative de la quantité de photons que nous avons captés au rendement quantique près. Notre convertisseur analogique numérique, lui, va cracher énormément de données en sortie, avec beaucoup d'alternance finalement de 0 et de 1 au niveau électronique. Voici donc un exemple de datasheet de composants donc de convertisseurs analogiques numériques, et vous pouvez voir qu'il va cracher donc un certain nombre de données comme ça avec une horloge sur une liaison série. Donc à chaque fois, il y aura des petits parasitages qui vont remonter dans l'alimentation du convertisseur lui-même. Et ces parasitages vont donc apporter finalement du bruit en amont de la lecture. Nous allons donc voir ces graphes un petit peu bizarres, et nous allons essayer de chercher ensemble le moment où finalement le bruit est le plus faible par rapport au signal dont nous allons faire l'acquisition, puisqu'il est analogique mais juste avant la conversion. En fait, quand à un moment donné, on va réussir à avoir une plage très très horizontale, et ce bruit sera finalement relatif au bruit qu'il y avait dans l'électronique du photosite proprement dit. Mais en revanche, vous avez un autre bruit qui va diminuer en fonction du gain, et ce bruit-là correspond en fait au bruit du convertisseur analogique numérique. Donc il faudra trouver le gain adapté pour bien amplifier la quantité d'électrons présents dans notre photodiode avant de faire la lecture, et ça dépendra notamment de la résolution de notre convertisseur analogique numérique. Certains photosites, et notamment le Pixel 5T, embarquera un deuxième ampli qui permettra de diminuer le bruit avant la lecture. Alors tout ça, c'est quand même assez complexe. Vous avez une deuxième conférence là, qui s'appelle donc les Pixel CMOS et leurs applications, donc donnée par Thierry Midaven à l'occasion des Rencontres et l'espace 2022. Je vous mets le lien dans la description. Par contre, la conférence ne sortira pas sur la chaîne parce qu'elle est vraiment trop sélective, vraiment beaucoup trop technique. Mais il vous expliquera le fonctionnement de des Pixel CMOS, et vous allez un petit peu mieux comprendre justement toute cette notion. Donc maintenant, je vous propose d'aller détailler un petit peu ces graphes-là pour essayer de comprendre le pourquoi de ces deux flèches qui sont vraiment les plus importantes, et de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un crénelage ici quelquefois ou pas, et aussi un petit peu les notions de vraiment aller chercher le bon gain de travail sur votre caméra. Alors vous allez retrouver ces 4 graphes qui va nous donner le lien entre le gain, la dynamique, etc. de votre capteur. Par exemple, prenez la 1600, c'est celle-ci. Elle a des photosites de 3,8 micromètres. Le full well, c'est-à-dire le puits, la capacité en électrons d'un photosite, c'est 20 000. Et l'ADC est capable de lire 4096 nuances. Donc en fait, vous voyez qu'on a plus d'électrons potentiellement dans le photosite que ce qu'on est capable de lire. Avec la Z294, qui est une 14 bits, là cette fois, on a 63 000 électrons, parce que les photosites sont plus gros.
Et par contre, on a 16 384 nuances de lecture. Donc là aussi, on ne va pas être capable de tout lire. Et par contre, avec une ASI 6002, on a des photocites de 376 micromètres, 51 000 donc, de capacité du puits et 65 000 pour ce qui est de la lecture avec un convertisseur analogique numérique 16 bits. Et donc là, il va falloir essayer de comprendre un peu ces graphes. Je vais vous détailler ça. Donc l'impact du gain sur la dynamique. Vous avez deux graphes qui expriment en réalité la même réalité. Les électrons sont présents dans le puits, ils sont amplifiés par un transistor de gain et ils vont être comptés par un convertisseur analogique numérique propre à la colonne. On va lire colonne, on a un convertisseur par colonne et on va lire ligne par ligne. Le graphe, donc full well en électrons, représente le nombre d'électrons qui peuvent être stockés dans le puits, ici, et qui peuvent être lus en fonction du gain. Vous avez le gain ici. Et la capacité de comptage dépend de la résolution du convertisseur analogique. Il compte le poids fort de la tension, et c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre. Alors pourquoi est-ce que je vous dis qu'on est en train d'écréter par le bas? Je m'explique. Comprenez que nos 20 000 électrons présents dans le puits ici, ou 63 700 dans le cas de l'ASI 294, donc c'est le full well, vont être transformés en une tension qui va être lue par le convertisseur analogique numérique. Et cette tension ne peut pas être supérieure forcément à l'alimentation de l'ensemble de notre capteur. Donc notre convertisseur analogique numérique, quand il va lire la tension maximum, il va sortir la valeur maximum, c'est-à-dire 4096 moins 1, puisqu'on lit de 0 à 4095. Et ça va être pareil que 16 383, etc. Donc, avec un gain à 0, si on n'avait pas de transistor de gain, 4095 sur le fichier est égal à 20 000 électrons. Donc, un petit plus 1 dans le fichier RAW, c'est égal à 20 000 électrons divisé par 4096, en réalité plus 1 dans le fichier avec 0 de gain, correspond à 4,88 électrons dans le puits. Et c'est pour ça que là, on est à peu près aux alentours, là, le gain à 0, à peu près aux alentours de 5, là ici, en gain en électrons par ADU. ADU, c'est le fichier, c'est la valeur en fait que l'on peut avoir donc dans le fichier RAW. Donc on ne sait pas compter tous les électrons avec un transistor analogique numérique 12 bits face à un full well de 20 000 électrons. Avec la 294, ça va être le même problème. Là, cette fois, c'est 3,88 électrons pour un plus 1 dans le fichier RAW si le gain est à 0. Avec l'ASI 6002, là par contre, on a 65 536 nuances au niveau du convertisseur analogique numérique et une capacité à 51 400. Donc là, c'est 0,78 électrons dans le plus 1 du fichier RAW. Donc là, on va savoir compter tous les électrons. On n'aura pas forcément besoin d'utiliser finalement un facteur de gain pour ce qui est d'arriver à compter tous les électrons. C'est pour ça qu'en fait, on va utiliser un gain qui va nous donner un gain en électrons par ADU égal à 1. C'est ce que vous allez trouver là avec cette flèche-là. Donc, pour avoir pour un électron dans le puits une valeur de 1 en fait dans le fichier informatique, il faudra que j'ai un gain ici de 139 ou ici un gain par exemple à 117. Et donc ça va déterminer effectivement le gain d'usage de la caméra. Mais reste un autre problème malgré tout, qui sera le problème du bruit qui aura été additionné par le convertisseur analogique numérique, par cette partie de l'électronique qui est fortement bruitée. Et donc en fait on va utiliser quand même un deuxième ampli donc pour l'ASI 6002 par exemple pour certaines caméras, mais aussi c'est le cas de l'ASI 294 MC. Et donc c'est ce qu'on appelle le high gain mode, où là, avec l'activation du deuxième ampli, on va pouvoir faire effondrer le bruit de lecture au global de notre fichier. La deuxième valeur que vous allez trouver là, 120 par exemple, et ici par contre il n'y en a pas, c'est l'activation d'un deuxième ampli qui va nous permettre de regagner quand même de la dynamique vis-à-vis du bruit de lecture. Donc en fait les deux graphes présentent la même réalité. La capacité à compter les électrons. Le gain est généralement noté en décibels. 6 décibels est égal à une multiplication par 2, mais par contre, ils sont indiqués en dixièmes de décibels. Cette valeur-là, unit, 0,1 décibel. Donc, si vous avez un gain de 60, ici, vous allez multiplier par 2 les électrons avant de les lire. Un gain
par ADU de 1 signifie que l'ADC pourra compter chaque électron dans le fichier final. Par contre, les étoiles qui auront été très très lumineuses, on va être en train de les écréter. Mais on va compter par contre ce qui est faible. Donc c'est ça qui est très important, c'est de rechercher le gain qui correspond à 1 électron par ADU. Donc le gain multiplie les électrons avant le comptage, la dynamique s'écroule avec le gain, puisque si je multiplie par 10, eh ben, j'ai écrété ce qu'il y avait au-dessus. C'est assez vicieux, hein. Le bruit de lecture. Alors le bruit de lecture, il est inhérent à l'électronique de votre capteur, les transistors. Il est comptabilisé aussi en électrons. Il diminue avec le gain. Alors là, il y a quelque chose qui est un petit peu, parce que c'est relatif, ça additionne en fait un électron à la totalité des électrons qu'on avait. Donc si on augmente le gain, en fait, on écroule ce bruit de lecture. Donc dans le fichier final, mais voilà, il augmente quand même, mais moins vite que le signal utile. Donc en fait, c'est important aussi de pouvoir rechercher le bruit de lecture qui soit à peu près correct. Donc en fait, en résumé, ces 4 graphes qui nous présentent 2 réalités vont nous permettre de savoir finalement comment on va utiliser notre caméra. Le gain qui nous sera indiqué ici pour obtenir 1 électron par ADU nous indiquera le gain qui sera nécessaire et suffisant pour arriver à compter tous les électrons qui auront été accumulés dans le puits. Et le deuxième gain ici, que l'on pourra trouver dans certains cas, va correspondre finalement à l'activation du deuxième transistor de gain, ce qui nous permettra du coup de remonter la dynamique, et c'est surtout ça qui nous intéresse, de remonter la dynamique ici, chose que l'on ne voit pas ici, par exemple, quand on va être en train d'augmenter le gain et d'aller chercher justement ce gain qui nous permet d'obtenir 1 électron par ADU. Donc là, on augmente ici de nouveau la dynamique de notre capteur, et on écroule surtout le bruit de lecture. Alors ici, le bruit de lecture, en fait, là, on aura plutôt recherché le 1 électron par ADU, et le bruit de lecture, on va le subir un petit peu. On sera voilà, sur une plage de 1, 1,5, etc. Donc voilà, ces deux valeurs-là, on prendra la valeur la plus élevée pour faire notre lecture, pour faire notre utilisation de la caméra. Donc même par exemple une 6002 qui a déjà en natif 1 électron par ADU avec un gain 0, alors on pourra l'utiliser peut-être dans certains cas, mais dans d'autres cas, quand même, on va l'utiliser avec un gain à 100 parce que ça va nous permettre d'écrouler le bruit de lecture qui correspond donc au parasitage du convertisseur analogique numérique proprement dit. Et vous avez donc bien compris que une caméra avec un convertisseur analogique numérique 16 bits et un full well adapté par rapport à ce convertisseur analogique numérique aura donc finalement une plage de nuances de luminosité beaucoup plus élevée qu'un capteur avec un convertisseur 14 bits ou 12 bits. Donc forcément, l'image sera beaucoup plus belle avec un capteur 16 bits. Alors pardonnez-moi, ça fait vraiment très très mal aux cheveux, j'essaye de prendre les expressions justes, lisez bien les slides, faites des pauses si nécessaire avec votre lecteur, de façon à bien prendre le temps de saisir les données, mais c'est assez important de bien les comprendre. Donc maintenant le refroidissement, alors vous avez remarqué que si vous faites des photos en été ou si vous faites des photos en hiver, eh bien ça ne fait pas le même résultat. Clairement, parce que en fait, quand votre capteur est chaud, eh bien, il s'auto-voile parce que la chaleur, en fait, la température, excite les électrons, excite les atomes et nous génère des électrons parasites. Et donc là, on voit vraiment ce graphe-là. Alors, il va falloir le comprendre effectivement. Il est recommandé de le refroidir. Donc, le refroidissement est exprimé selon 2 référentiels. Un référentiel qui sera relatif et un référentiel qui sera absolu. Donc, il sera relatif, ce sera la valeur qui sera ici, cooling température 35 degrés, c'est-à-dire par rapport à la température ambiante, on est capable de descendre de 35 degrés. Absolu, ce sera la température à atteindre. Si jamais la température à atteindre est trop froide par rapport à la température actuelle, eh bien en fait il ne va pas y arriver, il va mettre la puissance à maximum, il ne va pas y arriver. Notez une chose aussi, c'est qu'il est dangereux de descendre en température trop vite, et particulièrement en été. En été, il faut bien mettre 45 minutes pour refroidir une caméra jusqu'à éventuellement quelquefois moins 10 degrés. Parce que sinon, vous allez avoir des effets de contraction thermique et de dilatation qui peuvent même aller jusqu'à endommager le capteur et les différentes couches qu'il y a devant de filtres, de matrices de Bayer et tout ça. Donc prenez votre temps pour refroidir une caméra, ça c'est super important. Le logiciel nous indique donc le pourcentage de puissance actuellement utilisé pour alimenter le module de Peltier.
des logiciels d'acquisition qui sont vraiment très bons. Alors je ne parle pas de la suite ZWO, là où on donne la température cible, voilà. Mais si vous prenez un truc comme Nina, et ça va être le cas, je pense pour Prism aussi, j'ai pas encore eu le temps de le vérifier, vous lui dites un temps et vous lui dites une température cible. Et il va moduler la puissance qu'il va mettre dans le module Peltier pour descendre la température. Et inversement pour refaire la montée. Donc certaines caméras ne sont que ventilées et non refroidies. Notez que tous les transistors qu'il y a dans le capteur, et il y en a beaucoup, vont chauffer avec l'électricité. Donc ensuite, comment vous allez lire ça? C'est le dark current en électrons par seconde par pixel. Donc comprenez que cette valeur-là, vous allez la multiplier. Regardez, si vous faites 100 secondes, vous allez avoir 12 électrons quand vous êtes à 25 degrés Celsius. 12 électrons en 100 secondes, donc 100 secondes, c'est même pas 2 minutes, voyez? Et vous avez 12 électrons. Donc ça commence à devenir énorme, et ça va commencer à vraiment voiler votre image. Donc clairement, il va falloir baisser. Et notez qu'en dessous de moins 10, là, on gagne de moins en moins. Donc c'est pour ça que souvent, on travaille à moins 10 degrés. Donc le refroidissement, effectivement, on va parler techniquement de signal thermique et de bruit thermique quand on va essayer de comprendre ce graphe. Ce graphe indique comment calculer le signal thermique. Il s'agit d'une moyenne avec un écart type. Je vous renvoie à vos cours de statistiques. Par exemple, à 30 degrés, avec une pause de 32 secondes, on a un signal thermique de 4 électrons en moyenne avec un écart type de plus ou moins 2 électrons. C'est la racine carrée en fait du signal thermique. À 0 degré, 32 secondes, on a 0,1 électrons en moyenne avec un écart type de plus ou moins 0,31 électrons. Et donc on peut soustraire le signal thermique par des darks. Mais par contre, le bruit, c'est-à-dire l'écart type, c'est-à-dire un facteur aléatoire, on n'arrivera pas bien à le soustraire. Donc pour ça, il va falloir multiplier les pauses pendant une longue durée pour qu'on ait un phénomène de moyen-âge qui se fait dans la durée. Donc c'est pour ça qu'on fait des darks, et c'est pour ça qu'on essaye d'accumuler de nombreuses et nombreuses minutes de pause, et de nombreuses pauses, justement pour essayer de moyenner un petit peu tout ça et de pouvoir quand même soustraire un petit peu. Parce que, donc, avec le dark, on va soustraire le signal thermique. Avec le fait d'avoir fait une longue séance de prise de vue, et puis ensuite en réglant le seuil bas de votre histogramme, eh bien, on va quelque part indirectement soustraire un petit peu le bruit thermique quand il est suffisamment moyenné. Mais donc il faut avoir fait beaucoup de pauses. Lampe glow est un autre problème que vous allez rencontrer, c'est-à-dire une zone chaude, mais en raison de la présence éventuellement d'un amplificateur d'alimentation derrière le capteur ou d'un truc comme ça. C'est le cas de la 294. La 294 a vraiment ce défaut. Et donc, effectivement, vous allez avoir ce genre de grosses flammes là. Et avec la 294, on en a une à droite, on en a une plus faible à gauche. Avec la 1600, c'est plutôt un peu le pourtour qui est un petit peu plus clair que le centre, et ça se voit sur les darks. Alors on arrive quand même bien, et c'est l'intérêt d'avoir une caméra qui soit justement refroidie, c'est-à-dire qu'on va stabiliser en température, parce que lampe glow dépend aussi de la température. Donc on va stabiliser en température le capteur, et donc le fichier de dark sera bien correspondant avec à la fois le signal thermique qu'on vient de voir et l'ampoule glow que vous allez avoir récupéré en même temps à cause de la durée de la pause. Et on va pouvoir soustraire efficacement. Et donc on arrive la plupart du temps à bien s'en sortir et ne pas être gêné dans l'ampoule glow sur la photo finale. Sur toutes les photos que vous avez vues sur mon épisode sur donc l'observatoire qui devient opérationnel, il y en a une seule qui souffre un petit peu d'ampoule glow. Une seule. Toutes les autres, elles n'ont aucun problème. Donc la maîtrise de la température du capteur est essentielle, et attention donc du coup aux canicules. Ça c'est voilà. Mais en tout cas, ça nous permet aussi d'avoir des fichiers de dark, une bibliothèque de dark qui puisse être réutilisée d'une nuit sur l'autre. Si votre capteur n'est pas refroidi, n'est pas stabilisé, là à ce moment-là, vous devez refaire vos darks quasiment à chaque fois. Ou en tout cas connaître la température et prendre le fichier de dark qui corresponde à la température. Et donc effectivement, à partir du moment où vous allez avoir du bruit et du signal de dark, du signal thermique, donc là qui est cette fois localisé et non pas moyenné, qui se sera additionné à votre image, vous avez votre rapport signal sur bruit qui est un petit peu altéré. Donc ça, il faut le savoir aussi.
La dernière chose quand même, la protection contre la buée, si vous baissez énormément la température de votre capteur jusqu'à moins 20 degrés, s'il fait très froid en hiver, vous allez au minimum commencer par une isolation passive, c'est ce que j'ai fait là, en imprimante 3D, vous le voyez ici. Je vous mets un lien dans la description parce que je crois que je les ai déjà mis en ligne, ces trucs-là. Et sinon, vous pouvez avoir éventuellement, cette fois, une petite résistance chauffante pour la vitre de protection de votre caméra, parce que la vitre extérieure que vous avez de votre caméra n'est pas le capteur lui-même, le capteur est un peu derrière. Et donc cette vitre-là, ça peut être utile de la chauffer quand la caméra est à très basse température derrière. Donc là, certaines caméras vont vous offrir cette fonctionnalité-là. Alors vous avez quelques pièges à considérer. Vous avez la majorité des capteurs en fait qui ne sont pas conçus pour l'astronomie. Faut être très clair, la majorité proviennent de chez Sony. Et vous avez bien évidemment quelquefois des capteurs qui sont conçus pour la photo numérique, pour la vidéosurveillance, pour des drones, pour de la voiture autonome, quand elle sortira un jour, parce que finalement ça met plus de temps que ce qui était annoncé par tout le monde. Donc au final, voilà, vous avez des capteurs qui ne sont pas strictement conçus pour de l'astronomie. Certains constructeurs prennent des capteurs qui sont peu chers, entre guillemets, pour faire quand même des caméras. Donc prenez par exemple l'IMX 179, qu'on trouve chez certaines marques, donc pas très cher comme SV Bony. Et c'est un capteur que vous n'allez pas retrouver chez Zuo, parce que c'est clairement pas du haut de gamme, quoi, voilà. Notez aussi qu'au niveau du firmware, vous avez certains constructeurs qui vous proposent de pouvoir avoir des updates logiciels du firmware des caméras. Ce n'est pas le cas chez toutes les marques. Alors a priori, Zuo, Altair et QHY le permettent. Attention aussi à la garantie SAV. Là, c'est vraiment hyper important d'avoir du SAV sur une caméra comme ça. Vous avez quand même le module Peltier, vous avez des modules d'alimentation, tout ça, c'est quand même assez compliqué. Ça peut s'endommager. Donc là, clairement, achetez vos caméras en Europe. Je vous déconseille l'import Asie. Vous aviez une époque les problématiques aussi de TVA à l'importation aussi. Certains magasins, quand vous achetez dans ces magasins-là, vous allez avoir de la TVA à l'importation. Chez d'autres, par contre, magasins étrangers, vous n'aurez pas cette TVA à l'importation. Méfiez-vous et vérifiez. Un piège, bien évidemment, port USB 2. Quand vous avez des images qui commencent à devenir lourdes, ça commencera à poser quelques difficultés. Donc là, effectivement, essayez plutôt d'avoir un port USB 3. Et des photosites beaucoup trop petits. Alors là, cette caméra, c'est une caméra qui j'espère ne se vend plus trop. Hein. C'est Celestron qui avait sorti ça. C'est vraiment une caméra purement débutant. Elle a des photosites de 1,67 micromètres. C'est vraiment très petit. Elle fait 10 millions de pixels. Ça pourrait être bien dans l'absolu. Et en fait, le full well est très très bas. Hein. Le full well est très très bas. Et en fait, la caméra, c'est une 4096 nuances. Et en réalité, le full well à 4715, en fait, ça n'a quasiment pas de sens d'utiliser le gain. Donc en réalité, cette caméra, elle n'a quasiment pas de sensibilité. Donc pour faire du lunaire, pour faire un peu de planétaire, ça peut être amusant. Mais pour faire vraiment sérieusement du ciel profond, en réalité, vous allez avoir un bruit de lecture qui va être monstrueux, elle n'est pas refroidie, etc. Donc ça va... voilà, ça va être un petit peu limite. Attention, méfiez-vous à la ligne température de service. Non, ça c'est les températures à laquelle elle accepte encore de fonctionner sans l'endommager. Ça c'est pas la même donnée. Donc méfiez-vous un petit peu de ça. Donc je rappelle un peu les critères pour choisir votre capteur. Si elle est couleur ou monochrome, ça va définir l'usage, mais attention au potentiel nécessaire, parce qu'une séance en caméra monochrome mettra quand même plus de temps avec les changements, etc. Généralement, on le fait sur plusieurs nuits. La surface du capteur nécessitera un bon correcteur, c'est-à-dire que là, par exemple, le correcteur qui va avec la S61 DPH fonctionne en full frame avec la 7S qui a des gros photosites. Ça passe bien sur les coins, c'est pas dégueu. Par contre, si vous prenez une ASI 6002, là, vous allez en souffrir. Mais ça impacte le prix aussi d'avoir un capteur plus gros. Ensuite, vous allez avoir le nombre de photosites. Vous allez avoir une image qui aura plus de définition, mais par contre, la taille des fichiers va exploser et ça va avoir une puissance de calcul il va falloir nécessiter une puissance de calcul suffisante. 61 millions de pixels par rapport à 12 millions ou 15 millions de pixels, forcément, vous allez le sentir passer. Ça va faire des temps de calcul 4 fois plus longs et des fichiers 4 fois plus lourds. La taille des photosites, elle conditionne l'échantillonnage, ça oui. Par contre, elle nécessite une optique de qualité avec une bonne correction, une bonne collimation sur un télescope de Newton par exemple, une optique de bonne qualité parce qu'il y a effectivement des lunettes quelquefois qui sont mal collimatées, ça peut arriver.
On ne parle pas trop de collimation sur les lunettes, mais il peut très bien y avoir une lentille qui est un petit peu légèrement décalée sur son axe, et là on va le sentir. Et ça nécessite bien évidemment un signe et une qualité de suivi correspondante à cet échantillonnage, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc vous avez un échantillonnage, il faudrait que le suivi soit 2 fois meilleur que l'échantillonnage, ça il faut le savoir. Donc le full well, c'est-à-dire la taille qui est assez vite liée à la taille des photosites, puisque on est physique, c'est le puits en électrons. La profondeur en bits et le gain en ADU va déterminer la dynamique de votre image. Et vous avez après le bruit de lecture, le gain quantique, le refroidissement, ça va être aussi un peu la sensibilité. Alors tout ce petit bloc-là est quand même bien lié, et ça va être la sensibilité réelle de votre capteur. J'ai pas parlé d'un autre problème aussi qu'on appelle le PRNU, Pixel Response Non Uniformity. Ça, c'est le problème que j'ai rencontré avec la 294 en H-alpha, où il y a des zones plus ou moins sensibles que d'autres dans le H-alpha. Et je le vois très bien sur les flats, par exemple. Globalement, toutes les caméras s'en sortent globalement assez bien, sauf quelques exceptions, dont la 294 MC, par exemple. Donc là aussi, et c'est très difficile de le savoir, vous ne le verrez jamais dans les fiches techniques. C'est pour ça qu'il faut aussi fouiller dans les forums ou demander des avis, par exemple sur le Discord de la communauté Astro. Pour choisir votre capteur, ça va être un petit peu tous ces critères-là. Donc à partir de ça, effectivement, il va y avoir beaucoup de choix possibles, mais vous allez pouvoir commencer à savoir lire avec un œil critique la fiche technique. Pardonnez-moi, c'est un peu technique, mais je préfère vraiment vous dire les choses de façon factuelle. Je vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie qui sortira une semaine après cet épisode, et où vous allez retrouver, et sinon vous vous abonnez et vous activez surtout la cloche. Alors la cloche, effectivement, si vous avez l'application, si vous êtes uniquement sur un navigateur sur PC, vous n'aurez pas la notif. Par contre, et je vous conseille vraiment clairement de télécharger l'application sur smartphone et d'autoriser les notifications et d'activer la cloche. C'est comme ça que vous serez notamment notifié pour les lives. Vous ne serez pas notifié sur votre PC pour les lives. Et donc, effectivement, d'activer la cloche pour la sortie de la deuxième partie, donc qui sera les caméras donc du ciel profond en 2023. Et puis après ça, je le renouvellerai de temps en temps et je mettrai donc à jour le lien donc à la fin de cet épisode. Et vous pouvez retrouver aussi toute ma playlist justement sur l'acquisition du ciel profond, sur le choix du matos, etc. Vous allez avoir toutes ces petites choses-là à côté de moi. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à poser vos questions aussi. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.